Merci à tout le monde. Est-ce que tout le monde a au moins un exemplaire ou un pour deux? Voilà. Donc, alors, la question que je cherche à aborder dans cette communication est la suivante. La structure syntaxique de la phrase, simple et complexe, reproduit-elle la structure conceptuelle des faits qu'elle exprime? Alors, posée comme ça, elle est une question très abstraite. Donc, je donne un exemple pour montrer les types de questionnements qu'on va considérer. Donc, on peut regarder l'exemple 0a. Paul a donné un livre à Marie. Or, cet exemple a une structure qui est un gène, sujet, un gène, verbe, COD et COI. Et cette phrase, la phrase 0a, décrit, si vous voulez, le passage d'un objet du sujet au COI, et le type de questionnement qu'on va poser est le suivant. La structure 0b, sujet, verbe, COD, COI, est-elle iconique par rapport à l'idée du passage de cet objet du sujet au COI? Ou autrement dit, cette structure est-elle motivée par l'idée d'un tel passage? Voilà, c'est en ce sens que je cherche de discuter le rapport iconique entre structure de la phrase et concept exprimé. Alors, avant de rentrer dans la question, j'aimerais faire quelques prémices d'ordre sémiotique que j'espère être plutôt des considérations de bon sens, donc très basiques. Alors, si on prend une image et un dessin comme celle que vous avez là, et du visage de la femme, et si je demande, cette image est-elle ressemblante? Bien entendu, cette question est hors de propos parce que la réponse est à qui, à quoi? Or, cela signifie tout simplement qu'une image est une icône seulement par rapport à un original qui doit être identifié. Sans original, il n'y a pas d'icône. Tout simple que ça. Et on peut appeler cela principe de priorité de l'original sur l'icône. Voilà une considération très basique. Ensuite, deuxième considération, une icône a un seul original, le sien. Par exemple, le portrait d'une fille qui s'appelle Marianne n'est pas le portrait d'Alice ou Sophie, même si Alice ou Sophie ressemblent beaucoup à Marianne. Voilà, on peut appeler cela principe d'unicité de l'original. Voilà. Et troisième observation, voilà, une icône est basée sur un rapport de ressemblance par rapport à l'original. Et une icône peut être pas du tout ressemblante, parfaitement ressemblante ou surressemblante. C'est le cas, si vous voulez, de la caricature. Donc, la ressemblance qui définit une icône est un critère scalaire. Et juste une parenthèse, bien entendu, quand je parle ici de icône et d'iconicité, je me réfère à la distinction des signes faite par Charles Sanders Peirce entre icône, symbole, qui ne nous intéresse pas ici, icône et indice. Ça nous intéresse les icônes et la distinction entre icône-image, si vous voulez, et diagramme. Voilà. Mais bon, ça, c'était les trois observations préliminaires que je voulais faire. Ensuite, au paragraphe 1.2, j'ai reporté un fait et ce qu'on appelle le diagramme, ou un des diagrammes possibles de ce fait. Alors, le fait est que Paris est à 100 km de Chars et que Paris est à 200 km du Mans, environ. Et à la droite, vous avez un diagramme de ce fait. Et vous avez la Paris et Chartres reliés par deux lignes, dont l'une est le double de l'autre. Or, cela montre tout simplement qu'est-ce un diagramme. Un diagramme est fondé, un signe fondé non pas sur une ressemblance, comme l'icône, mais sur une identité de relation, de rapport. Là, le rapport entre les deux lignes là, est identique au rapport entre 200 km et 100 km. Et un diagramme, admet non pas une caricature, comme une image, comme un portrait, mais il admet un contraire. Et ici, je vous ai donné le contraire du diagramme de la distance entre Paris et Chartres, là. Alors, je fais ces considérations très simples et de caractère non linguistique et sémiotique parce qu'on verra
ces idées en jeu dans les considérations qu'on va faire. Donc, ma démarche sera très simple. Je essayerai de tester la question de l'iconicité dans la phrase, dans différentes zones de la phrase, et on verra qu'il y a des zones de la phrase, des endroits de la phrase qui ne sont pas iconiques par rapport aux structures conceptuelles exprimées, et d'autres, oui. Alors, on commence donc par le paragraphe 2.1 de l'exemplier où j'ai reporté la phrase du début. Paul a donné un livre à Marie avec sa structure en 0b et la représentation en arbre syntagmatique de cette structure sous 0c. Alors, ce qu'on va essayer de tester est justement si cette structure syntaxique-là est une image, une icône de l'idée est justement exprimée par la phrase, c'est-à-dire de l'idée d'un objet qui se déplace de Paul vers Marie. Et la méthode qu'on va utiliser est très simple. On suppose que la structure 0b ou 0c soit effectivement une icône par rapport au fait décrit, par rapport à la structure conceptuelle du fait décrit. Et sur cette base, on voit si cette hypothèse implique la contradiction des deux principes qu'on a énoncés dans les préliminaires sémiotiques. Donc, s'il y a une contradiction avec les principes de priorité et d'unicité de l'original, qui sont très de bon sens, et j'utilisais le mot principe de, mais il s'agit de considérations de bon sens. Alors, en effet, on peut envisager deux sortes de contre-exemples. Première sorte de type de contre-exemple qui contradit les principes d'unicité de l'original. Observons les exemples 1. Alors, je vais les lire. Paul a volé un livre à Marie. Le chef lui a diminué le salaire. Les médicaments lui ont baissé le niveau de cholestérol. Paul a comparé Marie à une rose. Les derniers sondages ont laissé très peu d'espoir aux candidats. Alors, tous ces énoncés partagent exactement la même structure de 0b, 0c. Cependant, donc la même structure syntaxique et linguistique. Cependant, d'un point de vue conceptuel, sont très différents entre eux et très différents de l'exemple de départ. Donc, dans 0a, par exemple, il y avait un objet et le livre qui s'est déplacé, disons, si vous voulez, de Paul à Marie. Dans 1a, on a exactement le contraire. Dans 1b, le chef lui a diminué le salaire. On n'a pas vraiment du tout l'idée de passage. Et même chose dans 1c, les médicaments lui ont laissé les niveaux du cholestérol, lui ont baissé les niveaux du cholestérol. Ou, en plus, on n'a même pas une action, mais un effet, un événement, pas une action humaine. Dans 1d, Paul a comparé Marie à une rose. On n'a même pas l'objet qui devrait passer d'un côté à un autre. Et dans 1e, les derniers sondages ont laissé très peu d'espoir aux candidats, on retrouve pas du tout cette idée de passage. Alors, la conclusion que je voudrais suggérer à partir de ces exemples-là, est que si la structure 0b ou 0c était une icône du fait décrit par 0a, il n'y aurait aucune raison pour ne pas la considérer une icône aussi de toutes les autres structures conceptuelles qui n'ont rien à voir avec celle-là. Autrement dit, on retrouve, cela revient à dire en gros que le même dessin est le portrait de plusieurs personnes très différentes. Et donc, nous avons ici une contradiction, si vous voulez, du principe d'unicité de l'original. C'est-à-dire, cette structure-là paraît tout à fait indépendante par rapport à la structure à différentes structures conceptuelles qu'elle peut toutes exprimer. Alors, certes, ici, il y a une question délicate. A posteriori, on peut trouver toujours des analogies. Par exemple, vous pourriez me dire, oui, mais regardez, dans Paul a comparé Marie et Rose, on n'a pas cette idée de quand vous comparez, vous prenez un truc, vous prenez là, vous faites tac, c'est l'idée du matching. Donc, vous voyez, vous retrouvez quelque chose comme ça. Oui, a posteriori, vous pouvez trouver toutes les analogies que vous voulez, mais là, vous rencontrez un problème épistémologique, qui est le suivant. Jusqu'à quel point nous sommes disposés à monter au niveau d'abstraction pour trouver un concept unique là-dedans. C'est-à-dire, la question qui se pose est quel type de contre-exemple on accepte. Voilà.
si on accepte tout, voilà, et on tombe dans un cas de non-falsification. C'est-à-dire, a posteriori, vous pouvez trouver toujours des analogies, mais le problème est que, justement, alors vous devez me dire quels sont les contre-exemples que vous acceptez comme tels. Voilà. Il me paraît beaucoup plus raisonnable de reconnaître que la structure syntaxique 0b et 0c est justement indépendante par rapport à plusieurs structures conceptuelles qu'elle peut exprimer et qui n'ont pratiquement rien à voir l'une avec l'autre. Donc ça c'était un premier type de contre-exemple. Un deuxième type de contre-exemple, je l'ai présenté au paragraphe suivant et consiste tout simplement dans l'observer une phrase comme « La lune a comparé Marie à un rêve ». Or, cette phrase-là est tout à fait syntaxiquement bien formée et partage la structure 0b et 0c et cependant, quel est l'effet dont cette image-là devrait être une image? Bien évidemment, vous pouvez toujours l'interpréter, mais le fait linguistique est qu'une phrase, là, construit un procès incohérent, indépendamment de tout fait existence qui peut être exprimé. Donc, dans cette phrase-là, vous trouvez une contradiction du principe de priorité de l'original sur l'icône, parce que là, la structure syntaxique subsiste en l'absence de tout fait à reproduire. D'où alors les conclusions et que je vais suggérer, c'est en réalité une conclusion généralisée parce que ici j'ai juste discuté un exemple comme 0a, mais bon, je vous présente une conclusion plus générale qui est la suivante. L'idée est que dans le noyau de la phrase, il y a justement un cœur de relations grammaticales qui sont autonomes par rapport aux faits éventuellement exprimés par la phrase. Certes, dans certains cas, lorsque la phrase exprime un certain type de fait, cette structure peut paraître motivée par la structure conceptuelle du fait exprimé. Cependant, ce constat n'a aucune pertinence pour la structure de la phrase, qui demeure indépendante par rapport à l'existence même de faits à exprimer. Et c'est là ce que je crois, on peut conclure de la façon, disons, la plus simple, raisonnable, à partir des exemples qu'on a vus. Je passe maintenant à considérer les cas où, en revanche, à mon avis, on peut parler de iconicité. Alors, je présenterai trois cas, donc trois formes, si vous voulez, d'iconicité. Je souligne bien, vous savez, la question de l'iconicité peut être posée à tout niveau, au niveau du signe linguistique. Ici, on ne la pose pas, par exemple, au niveau du signe linguistique, mais au niveau justement de la structure de la phrase par rapport au concept exprimé. Donc, c'est un petit bout de la question de l'iconicité. Voilà, donc le paysage de l'iconicité était un peu trop. Alors, première forme d'iconicité. Alors, observons les exemples 3a et 4a. Les pommes sont tombées parce qu'il y a eu un vent très fort et il a pris la perche parce qu'il désirait faire tomber des pommes. Alors, phrase très simple. Face à ces phrases-là, on peut conduire deux considérations d'ordre conceptuel. Première considération, la phrase 3a décrit un événement naturel qui arrive indépendamment de la volonté humaine. Voilà. Deuxième considération conceptuelle concernant 4a, la phrase 4a décrit une action accomplie par un être humain libre et responsable qui utilise la perche comme instrument pour obtenir un certain but. Voilà, ça sont des considérations conceptuelles tout à fait évidentes. Donc, la façon dont on va tester et aborder la question de l'iconicité dans ces cas-là est la suivante, et je l'ai explicité là-bas, c'est-à-dire nous allons nous demander la position des propositions subordonnées dans la structure des phrases 3a et 4a. Est-elle sensible aux considérations conceptuelles qu'on vient de faire? Ben, si oui, alors il y a une forme d'iconicité, sinon non. Alors, on examine 3a et 3b et 4a séparément. Alors, commençons par 3a. Je reportais donc la phrase 3a. Les pommes sont tombées parce qu'il y a eu un vent très fort. Et remarquons que la subordonnée peut être extraite grâce à la reprise anaphorique, c'est l'arrivée. Les pommes sont tombées, cela est arrivé parce qu'il y a eu un vent très fort, ça marche très bien. Alors qu'avec elles l'ont fait, pardon, là il y a une faute, vous m'excuserez, avec une reprise du type le faire, ça ne marche pas du tout. Les pommes sont tombées, elles l'ont fait parce qu'il y a eu un vent très fort, ça ne marche pas. Or, qu'est-ce qui nous indique le fait que la reprise avec cela est arrivée marche? Cela nous indique que la subordonnée,
souligné en 3a, se greffe de l'extérieur sur le bloc sujet-prédicat tout entier. C'est-à-dire, il s'agit d'une expansion de la phrase ou est circonstance. Et ici, vous avez une représentation graphique avec l'arbre syntagmatique de ce fait. Vous voyez que la subordonnée se greffe directement au nœud de la phrase, comme expansion de la phrase. Bien. Passons maintenant à l'exemple 4a. Donc, je l'ai réécrit. Il a pris la perche parce qu'il désirait faire tomber des pommes. Et remarquez qu'ici, la reprise avec le faire marche très bien. Il a pris la perche, point. Il l'a fait parce qu'il désirait faire tomber des pommes. Alors que la reprise avec cela est arrivé, ça marche moins bien. Il a pris la perche, point. Cela est arrivé parce qu'il désirait faire tomber les pommes. La reprise avec le faire marche sûrement mieux. Qu'est-ce qui nous indique le fait que la reprise avec le faire marche mieux, marche bien, au contraire de ce qui est arrivé avant? Il nous indique que la subordonnée en 4a se greffe à l'intérieur du groupe verbal sous l'influence du sujet qui reste constant. Et rappelez-vous que dans la deuxième considération conceptuelle, on a bien dit qu'une action est dépendante d'un sujet humain libre et responsable qui la contrôle. Tout comme un sujet humain libre et responsable contrôle son action, là, le sujet contrôle est repris par il le faire et contrôle, si vous voulez, la subordonnée. Et sous 4c, vous trouvez une représentation graphique de ce fait. Ici, vous voyez que la subordonnée n'est plus une circonstance, une expansion de la phrase, mais une expansion du prédicat. Elle se greffe au nœud groupe verbal, donc au nœud prédicat. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ça? On peut conclure que la position syntaxique des subordonnées dans les exemples qu'on a examinés, qui peut varier entre expansion de la phrase ou expansion du prédicat, est justement sensible au type ontologique de la relation exprimée. C'est-à-dire que la relation exprimée soit une action humaine contrôlée par un sujet, alors expansion du prédicat, ou un événement naturel où le sujet ne compte rien, alors expansion de la phrase. Et si cela est vrai, nous sommes confrontés là à une forme d'iconicité. Une forme d'iconicité qu'on peut étiqueter diagrammaticité structurale. L'étiquette est moche, mais on se comprend. Cette forme d'iconicité a les caractéristiques suivantes. A, elle est motivée par l'ontologie des structures conceptuelles et de longue durée. Donc, dans ce cas-là, vous voyez l'alternance événement-action humaine, événement naturel, action humaine, et elle est systématique, c'est-à-dire que dans la mesure où nous n'interprétons pas les pommes comme des sujets humains qui exploitent le vent comme un instrument pour tomber, et dans la mesure où on ne fait pas ça, la subordonnée en 3 sera toujours en circonstance, et pas une expansion du prédicat. Donc elle est systématique, c'est-à-dire parce que tout le monde partage cette ontologie. Donc vous voyez la structure de la phrase sensible au type d'ontologie aux structures conceptuelles ou ontologiques qu'on partage. Alors ça c'était une première forme d'iconicité. Alors que dans le cas du noyau de la phrase et de la relation grammaticale du noyau de la phrase, la distinction entre non seulement direction de la relation, mais événement naturel plutôt qu'action, plutôt que toute distinction conceptuelle que vous pouvez faire, était tout à fait irrélevante. Voilà. Donc, je passe maintenant à illustrer une deuxième forme d'iconicité. Alors, pour illustrer cette deuxième forme d'iconicité, je propose d'observer des exemples comme 5 ou 6. Donc 5a et 6a, on est au paragraphe 2.2.2. Alors, premier exemple, ce pull est tricoté à la main, cet autre un joli dessin. Deuxième exemple, il a plu toute la nuit, les fleuves ont débordé. Alors, comment on va tester et aborder ici la question de l'iconicité? À travers la question suivante. La question que nous posons est, dans les séquences d'énoncés 5a et 6a, l'ordre des énoncés est-il un diagramme, un schéma de l'ordre des faits exprimés?
Alors, encore une fois, on examine d'abord 5A et ensuite 6A. Alors, comment on peut procéder? On peut tester la chose en inversant les énoncés. Donc, pour tester 5A, ce pull est tricoté à la main, cet autre un joli dessin. Ce pull a un joli dessin, cet autre est tricoté à la main. Et en passant de 5A à 5B, l'interprétation ne change pas du tout. Conclusion, bien évidemment, l'ordre des énoncés ici n'est un diagramme de rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? La réponse est simple et évidente, parce que entre les procès exprimés par les deux énoncés juxtaposés, il n'y a aucune relation. Et vous retrouvez ici le principe de priorité de l'original, de priorité de l'original. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, sans un original à reproduire, donc dans ce cas-là, une relation à produire, rien d'icône ou de diagramme. Et ici, rien d'icône ou rien de diagramme. Passons maintenant à l'examen de 6A. On fait toujours le même test. Il a plu toute la nuit, le fleuve vont déborder. Le fleuve vont déborder, il a plu toute la nuit. Alors, cette fois, en passant de 6A à 6B, là, l'interprétation change. Dans 6A, nous avons une interprétation de cause à effet, une reproduction de la cause physique dans l'ordre dans lequel elle arrive. En 6B, en revanche, nous avons une interprétation, non pas de cause-effet, mais d'explication, c'est-à-dire une abduction, pour utiliser le terme de Peirce, c'est-à-dire une inférence qui, à partir du constat d'un fait, cherche à remonter à la cause possible de ce fait. Donc, cette fois-là, l'ordre des énoncés fonctionne bien comme un diagramme de l'ordre des faits exprimés. Pourquoi? Encore une fois, la raison est très simple, parce que cette fois-là, les procès exprimés par les énoncés sont bien dans une certaine relation, qu'il y a un certain ordre. Donc, priorité, présence d'un original à reproduire, et effet diagrammatique. Vous pouvez reproduire cet ordre directement, comme la distance Le Mans-Paris-Le Mans, Paris-Chartres, ou faire les contre-diagrammes, les contraires. Et c'est ce qui fait 6B, exactement. Donc, conclusion, lorsqu'une relation est reconnue entre deux événements, priorité de l'original, l'ordre des énoncés fonctionne comme diagramme, direct ou contraire de la concaténation de ces événements. C'est exactement le même phénomène sémiotique qu'on avait vu dans le cas de la distance des villes. Donc, ici, on trouve une autre forme de iconicité, si vous voulez, qu'on peut étiqueter, encore l'étiquette n'est pas belle, mais bon, de diagrammaticité textuelle. Textuelle parce que justement, est la position des énoncés. Quelles sont les caractéristiques de cette iconicité? Elle est motivée non plus par des structures ontologiques, mais par l'intention du locuteur, qui veut, si vous voulez, présenter d'une façon ou d'une autre une certaine relation, et elle est contingente, c'est-à-dire justement un choix textuel du locuteur qui peut varier. Voilà. Alors que l'autre, la diagrammaticité structurale, et d'où le nom structural, était vraiment systématique, parce qu'elle relevait de ce qu'on partage tous au niveau conceptuel ou ontologique. Et tous les deux, justement, sont des diagrammes, parce que dans tous les deux, il est question, si vous voulez, non pas de portraits au sens d'une image, mais vous voyez des schémas. Intuitivement, on a vu les arbres syntagmatiques sont des schémas et la position des énoncés d'un côté ou d'un autre sont des schémas. Voilà. Et j'espère que maintenant cette distinction entre diagramme et icône, image, deviendra plus claire en examinant la troisième forme d'iconicité. Parce qu'en effet, justement, quand Peirce parle d'icône, il utilise le métaterme icône, et dans les icônes, lui, il met ce qu'on appellerait, dans le langage courant, icônes, c'est-à-dire des images, comme un portrait, voilà, et les diagrammes. Donc, vous voyez, il peut y avoir un peu de confusion entre icônes, à quel niveau, donc, on se place. Donc, c'est tous des icônes, après il y a les icônes images, si vous voulez, et les diagrammes, qui sont les schémas,
où le rapport consiste où le lien est avec le référent ou l'objet est un lien basé sur une identité de relation. Bon, je ferme tout de suite la parenthèse. Alors, je viens maintenant à la troisième et dernière forme d'iconicité qu'on peut identifier. Alors, pour la mettre en évidence, on peut observer des exemples comme les exemples 7. Donc, je vais les lire. Avec la pluie, les fleuves ont débordé. Après la pluie, les fleuves ont débordé. À cause de la pluie, les fleuves ont débordé. Alors, face à ces exemples, on peut faire deux considérations. La première considération est que nous avons tous une seule et une même interprétation immédiate de cause. C'est-à-dire, si je vous dis « avec la pluie, les fleuves ont débordé », vous allez comprendre « et ils ont débordé à cause de la pluie ». C'est-à-dire, vous allez comprendre la même chose que cette C. Et d'autre part, si je dis « après la pluie, les fleuves ont débordé », on ne va pas comprendre tout simplement que d'abord il y a eu la pluie et ensuite ils ont débordé, mais on va tout de suite comprendre, sauf suite textuelle, sauf information contraire, on va tout de suite comprendre que ce n'est pas juste une succession temporelle, mais c'est aussi un rapport de cause. Donc, l'interprétation par défaut et spontanée de ces énoncés-là est tout simplement cause, cause, cause. Voilà. Mais, bien entendu, ces exemples-là se distinguent pourquoi pour le sens de la préposition, du groupe prépositionnel que j'ai souligné. Je veux dire, avec un sens très pauvre, après un sens temporel et non causal, alors que cause est un sens bien tout à fait causal. Alors, comment interpréter ces faits? Il me semble que la façon la plus, encore une fois, disons, naturelle d'interpréter ces faits est que l'essence de avec, après et à cause de, dans ces exemples-là, fonctionne comme des images icônes plus ou moins ressemblantes à quoi? À la relation de cause interprétée. Avec est pas du tout ressemblante et autre, après est un tout petit peu plus ressemblante, un tout petit peu plus proche, et cause est parfaitement ressemblante. Comme des portraits avec une définition de plus en plus riche. Et si vous voulez une preuve à contrario de ce fait, nous est offert par un exemple comme 7D. Il a tellement plu que les fleuves ont débordé. Or, l'exemple 7D, pardon, ici il y a une faute, 7D et pas 7C, reçoit une interprétation consécutive et non simplement de cause. Qu'est-ce que signifie une interprétation dite consécutive? Signifie que dans 7D, à la différence par exemple que dans 7C, il y a l'idée que l'effet est inéluctable. Pourquoi? Parce que la cause a dépassé un certain seuil. C'est ça qui fait le tellement que. Donc ici, si vous voulez, par rapport à la relation de cause des exemples 7A, 7B et 7C, l'exemple 7C est, si vous voulez, si vous me passez l'image, surressemblante. Il est un peu comme une caricature. Donc on retrouve ici le même, si vous voulez, type de phénomène que nous avons vu pour les images, pour les portraits. Exactement, si vous voulez, comme vous pouvez avoir le portrait, la caricature d'un visage, d'une façon presque pareille, une relation consécutive, où la langue ajoute quelque chose là comme ça, une sorte de caricature et de sur-ressemblance de la cause. Et je veux citer ici ces phénomènes-là sont par exemple bien étudiés par Michele Prandi et Gaston Gross dans leur livre sur la finalité. Eux, ils parleraient par exemple ils utiliseraient les mots de sous-codage, codage adéquat, oui, et surcodage. Qu'est-ce que signifie cela? Signifie que, par exemple, avec la pluie, les fleuves ont débordé, ici vous avez une image très pauvre et vous devez tout y mettre pour arriver à la cause avec votre interprétation. Et donc la cause est sous-codée ou hypocodée, si vous voulez. Après la pluie, c'est un cas intermédiaire. C'est un peu plus riche qu'avec, mais vous devez quand même faire un petit saut
avec l'inférence pour arriver à la cause. À cause de la pluie, par contre, vous avez un cas de photographie, si vous voulez utiliser une image iconique, ou ce que Prandy et Gross appellent codage adéquat, parfait. Et dans un cas comme la consécutive, là, vous avez un cas qu'il appelle de surcodage, donc surressemblance, ou hypercodage aussi. Voilà, juste pour ancrer les choses que je viens de dire. Alors, si on accepte cette façon d'envisager la chose, on se trouve là confronté à une autre forme d'iconicité, une iconicité qu'on pourrait qualifier de sémantique, et qu'elle relève, et vous voyez, non plus de la diagrammaticité, ce n'est plus question de position de la subordonnade donnée dans un schéma syntaxique, c'est non plus question de position et des énoncés ou des morceaux de phrases dans la phrase, mais c'est question, si vous voulez, de couleurs plus ou moins riches, plus ou moins foncées, des mots. Donc, vous voyez, on est dans une autre dimension, dans la dimension non plus du diagramme, du schéma, de l'image. On peut appeler cela iconicité sémantique. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de cette iconicité sémantique? Elle est motivée non plus par un choix textuel du locuteur, mais par un choix sémantique, ou mieux, lexical. On choisit des mots différents, plus ou moins riches, plus ou moins nuancés. Et encore une fois, ce type bien que ces mots nous sont offerts par le lexique, donc ils sont a priori, si vous voulez, ça n'empêche que ce type d'iconicité reste contingente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sens à dire que, par exemple, avec ou après sont iconiques ou plus ou moins ressemblantes dans l'abstrait. On peut dire qu'après est plus ou moins ressemblante, plus ou moins iconique par rapport à une relation de cause dans une situation d'interprétation donnée. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle est quand même contingente, même si effectivement il s'agit de mots qu'on a a priori et donc systématiquement dans le lexique. Et donc, j'ai donc essayé d'identifier ces trois types de formes d'iconicité qu'on a étiqueté structurale parce que ça concerne la structure syntaxique vraiment de la phrase, la position des subordonnés, diagrammaticité textuelle et sémantique. Alors, comment on peut les classer, ces formes d'iconicité? Il y a deux types de classements possibles, si vous voulez. Un classement sémiotique, c'est-à-dire basé sur l'opposition faite par Peirce entre diagramme et non-diagramme, c'est-à-dire et iconimage, ou une classification, si vous voulez, plus linguistique discursive, basée sur les paramètres que j'ai appelés contingents systématiques. Selon la première dimension sémiotique, la diagrammaticité structurale et textuelle s'oppose en bloc à l'iconicité sémantique. Pourquoi? Parce que là, on a des diagrammes, point. Et par contre, selon les paramètres linguistiques discursifs, vous avez d'un côté la diagrammaticité textuelle et l'iconicité sémantique. Pourquoi? Parce qu'ils sont contingentes, au sens qu'on a dit, et de l'autre côté, l'iconicité sémantique. Alors, et de l'autre côté, la diagrammaticité structurale. Donc, diagrammaticité textuelle d'un côté, plus iconicité sémantique, opposée à la diagrammaticité structurale. Les premières sont contingentes, l'autre est systématique. Alors, entre ces deux classifications, on peut choisir, pour nos buts, celle qui me paraît la plus révélatrice est la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle met ensemble diagrammaticité textuelle et iconicité sémantique. Et les mettre ensemble et les rapprocher, étant donné qu'elles sont tous les deux contingentes, nous permet d'envisager leur possible interaction. C'est-à-dire, on peut imaginer que chaque connecteur, et j'utilise ces mots au sens très large, puisse être évalué par rapport à sa contribution d'un côté à la diagrammaticité textuelle, d'une part, et de l'autre côté à l'iconicité sémantique.
Donc, la diagrammaticité textuelle et l'iconicité sémantique finissent pour identifier, si vous voulez, des sortes axes cartésiens où on peut étudier et placer les différents mots, les différents connecteurs. Bien sûr, il faut dire tout de suite, il s'agit de deux dimensions qui ne sont pas séparables dans la pratique, mais qui sont quand même séparables au niveau théoriquement. Et par exemple, on peut faire des considérations de ce type-là. On peut dire par exemple, puisque sa contribution à la diagrammaticité textuelle est qu'il permet une position soit droite et gauche dans la structure de la phrase. Et sa contribution à l'iconicité sémantique est une nuance de couleur cause. Parce que sa contribution à la diagrammaticité textuelle est qu'il admet exclusivement une position à droite, après évaluer avec tous les effets pour la focalisation et tout ce que vous voulez, et au niveau de l'iconicité sémantique, est comme, ou plus ou moins, comme puisque. Et la conjonction est, je ne m'arrête pas là parce que ce serait trop long, mais sa contribution, on peut montrer que sa contribution à la diagrammaticité textuelle consiste à bloquer, à empêcher toute relation qui va de droite à gauche. Et sa contribution à l'iconicité sémantique, il a un sens très neutre. Avec, il admet droite et gauche, niveau de la diagrammaticité textuelle, et par contre, a un sens très neutre. Donc, il s'agit bien entendu de considérations, et c'est là très simple, mais il me paraît quand même qu'on peut gagner en clarté à étudier ces deux dimensions, si vous voulez, positionnelles, de diagrammes textuels et de contributions sémantiques, séparément. Et donc, de ce point de vue, chaque forme d'expression des relations comme la causalité, la finalité, la concession, tout ce que vous voulez, peut être envisagée comme un mélange justement libre et créatif de ces deux formes d'iconicité. C'est pour ça qu'on l'a mis ensemble. Ces deux formes d'iconicité, par ailleurs, peuvent être mises en relation tout à fait avec les fonctions et que le linguiste Michael Halliday appelle fonctions informationnelles ou textuelles, c'est la diagrammaticité textuelle, et ce que lui appelle fonction idéative ou idéationnelle, c'est l'iconicité, si vous voulez, sémantique. Et donc, pour conclure, si après avoir essayé d'identifier ces formes possibles d'iconicité, on veut tirer un bilan, on veut faire un bilan et poser justement la question globale, une question plus globale sur l'iconicité. C'est-à-dire, finalement, comment peut-on envisager l'iconicité linguistique? Je veux dire, pour l'iconicité linguistique, j'entends justement la problématique très débattue. Je me suis d'ailleurs je n'ai pas mentionné les différentes factions, je vais peut-être les mentionner maintenant. Comment on peut envisager alors cette question de si la structure syntaxique d'une phrase est iconique ou pas par rapport aux structures conceptuelles des faits exprimés, du procès exprimé par cette phrase. Donc, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est une question, je vais dire, très débattue. Et il y a deux grandes factions avec, bien sûr, plusieurs cas intermédiaires. Mais en gros, il y a, par exemple, ceux comme Wittgenstein du Tractatus qui disent explicitement, lui, il parle de forme logique d'un énoncé, mais en gros, l'idée est qu'une proposition, une phrase est une image du monde, une image d'un fait. Donc, il dit clairement, et c'est un peu lui qui l'a formulé de la façon la plus claire et la plus, qu'on cite souvent comme source. Cette idée est reprise, je veux dire, est reprise par exemple par les courantes fonctionnalistes de la linguistique d'une façon plus ou moins extrême, une façon très extrême, et par exemple celle de Langacker, qui lui, il parle justement, d'ailleurs lui, il parle de grammaire symbolique, c'est-à-dire pour lui l'idée est qu'une phrase est une perspective qu'on jette sur un fait. Donc, une phrase est une image avec une certaine perspective d'un fait.
Voilà, donc c'est très extrême comme vision. Après, il y a tous des cas intermédiaires, mais c'est pour vous montrer justement juste quelques points de repère comme ça. Et par exemple, par contre, un grand avocat de l'idée du fait que la structure de la phrase n'a rien à voir avec la structure des phrases, des faits exprimés, donc de l'autonomie de la syntaxe, est Chomsky, qui le dit clairement. Et en bibliographie, vous pouvez trouver justement des personnes qui soutiennent l'une ou l'autre. Par exemple, Ayman et un autre auteur qui soutient justement comme toute la syntaxe peut être interprétée comme avec selon un principe iconique par rapport aux faits exprimés. Bon, après, je veux dire, et après je vais aux conclusions, mais je veux dire, après, il faut aussi dire ça, après ça dépend toujours de comment on envisage et on définit les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de me borner à une question le plus délimitée possible. J'ai discuté un exemple particulier. Donc, voilà. Et un autre problème maintenant je viens vraiment en conclusion, et un autre problème qu'il faut quand même considérer est il faut faire toujours attention au problème de l'abstraction. Comme je vous le disais au début, il faut savoir à quel point on arrête avec l'abstraction. Parce que comme je vous disais, si vous avez une structure n'importe laquelle, et vous avez une structure n'importe laquelle, et vous avez de l'autre côté un objet, vous pouvez toujours, ou plusieurs objets, vous pouvez toujours trouver des analogies, vous pouvez toujours dire, ah oui, non, mais à un certain niveau d'abstraction, vous voyez, cette structure-là est identique au fait qu'il y a 1, 2, 3 objets. Oui, mais le point est, justement, jusqu'où on arrive, et qu'est-ce qui pourra compter alors comme contre-exemple? Voilà, c'est ça, en fait, un peu qu'il faut faire attention. Mais bon, je viens donc aux conclusions. Et donc, comment peut-on envisager l'iconicité linguistique? Donc, une idée est basée exclusivement sur cet exemple-là, mais une possible proposition est comme un vecteur. Un vecteur qui part d'un point zéro, où toute iconicité est exclue, et ce point zéro est le noyau des relations grammaticales, sujet, objet direct, objet indirect, qui constitue le cœur de la phrase simple. Ce que Michele Prandi appelle noyau régime de codage relationnel. Et à partir de ce point zéro, ce vecteur commence, traverse les positions syntaxiques des expansions du prédicat et de la phrase avec la diagrammaticité structurale qui est systématique, jusqu'à arriver au choix textuel et lexicaux du locuteur avec la diagrammaticité textuelle et l'iconicité sémantique. Et toute cette deuxième partie est ce que Michele Prandi appelle codage ponctuel. Je vous renvoie au texte que j'ai cité en bibliographie et je ne vais pas bien sûr maintenant discuter et présenter ces notions-là. Et donc envisager comme un vecteur a l'avantage suivant, parce qu'il nous permet de comprendre que si la diagrammaticité structurale, celle systématique, est sensible aux structures conceptuelles ontologiques partagées par tous, alors elle est l'empreinte linguistique des structures cognitives et conceptuelles stables, sous-jacentes à la pensée de tout homme. En revanche, si la diagrammaticité textuelle et l'iconicité sémantique reflètent les choix textuels ou lexicaux du locuteur, elles sont l'empreinte non plus des structures cognitives partagées par tout le monde, mais des pensées de chacun de nous. Et donc, l'iconicité peut être pensée justement comme un vecteur qui augmente d'intensité en allant du centre de la phrase vers, donc du codage que Michele Prandi appelle relationnel, vers la périphérie et le texte, codage qu'il appelle ponctuel. Autrement dit, le noyau grammatical de la phrase n'est ni une image des structures ontologiques partagées par tous, ni de nos pensées,
La position des expansions est une image des structures ontologiques et conceptuelles partagées par tous, et le texte tout entier, c'est-à-dire la position est l'ordre des énoncés, la position à droite ou à gauche des subordonnés, jusqu'à la division du texte en paragraphes et chapitres, est l'image des pensées que nous venons de concevoir en ce moment-là. Voilà. Et c'est à ça que je me référais en parlant de paysage, de l'iconicité. Et pourquoi j'utilisais, et je conclus vraiment cette métaphore géographique du paysage, parce que si vous regardez toutes les discussions, la majorité des discussions concernant ces problèmes-là, sauf justement la position de Michele Prandi, vous verrez qu'elles sont noir ou blanc, c'est-à-dire ils disent, par exemple Chomsky, la structure de la phrase n'est pas iconique. Wittgenstein, la structure de la phrase est une image et par contre, parler de géographie, des paysages, laisse ouvert la possibilité d'avoir justement dans la phrase des régions, des blocs, des zones. Dans certaines zones, dans certaines régions, il n'y a pas d'iconicité, peut-être selon ce que je viens de dire. Dans d'autres, il y a de l'iconicité. Donc, c'est une façon pour prendre un peu comment dire, les deux côtés d'une façon le plus disons, naturelle et possible. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup. Tu as accéléré pour ne pas occuper plus d'une heure, mais tu aurais pu prendre un petit peu de temps pour développer. Prandi, on verra la distinction entre le codage. Oui, je peux le faire si vous. Oui, bah écoute. Oui. Alors l'idée. Ce sera une première question. Très volontiers. L'idée justement de Michele Prandi, qui lui, il s'est référé à une distinction de Humboldt entre ergon et energeia. Bon, mais l'important est ça. Et son idée est que justement, si vous considérez la structure d'une phrase simple, et donc le lien par exemple entre sujet et prédicat, et à l'intérieur du prédicat, par exemple, le lien entre verbe, objet direct et éventuellement objet direct, alors dans ces zones-là, le sens de la phrase est construit, et lui il fait une distinction entre construire et exprimer, et le sens de la phrase est construit non pas sur la base des contenus en jeu, mais sur la base de relations grammaticales formelles qui sont justement les catégories de sujet, objet direct, objet indirect. Par exemple, si j'ai une phrase comme ma fille rêve, le fait que ma fille soit l'agent du rêve n'est pas dû, selon Michele Prandi, au fait que une fille est un être humain et un rêve nécessite un être humain comme, bon, une expérience, pas vraiment du tout agent, mais vous comprenez, comme celui qui rêve. Non, est dû au fait que ma fille occupe la position du sujet. Qu'est-ce qu'il fait le sujet? Donc ma fille, si vous voulez, fait l'accord avec le verbe. Qu'est-ce qu'il fait le sujet avec une image? Si vous voulez, il prend le rôle requis par le verbe et il l'applique au nom, à l'expression nominale en position de sujet, indépendamment du sens de cette expression nominale. C'est pourquoi, si vous dites « la lune rêve », vous obtenez une phrase tout à fait syntaxiquement correcte, mais incohérente, parce que ce qui vous a construit le sens est la catégorie des sujets. On ne voit pas cela directement lorsqu'on considère des exemples cohérents, mais on le voit lorsqu'on considère des exemples incohérents. Vice-versa, si vous vous déplacez en dehors de ce noyau-là, et lui il appelle ça codage relationnel, et codage signifie, pour se comprendre, il ne m'en voudra pas si je simplifie trop, mais en gros, pour se comprendre, codage, qu'est-ce que signifie? Signifie application du rôle, par exemple, prévu par le verbe, à une certaine expression dans la phrase. Là, le codage est relationnel parce qu'il est effectué par le sujet, et le sujet est une catégorie relationnelle grammaticale. Voilà. Même chose pour l'objet direct, le COI, mais bon, on ne fait pas ces exemples parce que ça devient compliqué. Je veux dire, on se comprend là.
Par contre, si on se déplace vers la périphérie de la phrase, vers les compléments, les compléments comme par exemple l'instrument ou les coparticipants, prenez un exemple comme ce que je fais au cours, le bûcheron abat l'arbre avec une scie, plutôt que le bûcheron abat l'arbre avec son frère, plutôt que le bûcheron abat l'arbre avec le beau temps. Alors, la question est, qu'est-ce qui attribue, par exemple, dans le bûcheron abat l'arbre avec une scie? La question est, qu'est-ce qui attribue à la scie, à l'expression nominale la scie, ou une scie, le rôle d'instrument? Et la réponse est, une scie est un instrument, et l'expression nominale, la scie, joue le rôle, est un complément d'instrument, parce qu'une scie est un instrument. C'est-à-dire, là, la relation est exprimée sur la base de l'évaluation des contenus en jeu. C'est parce qu'une scie est un instrument que là, vous voyez un complément d'instrument. C'est parce que son frère est un être humain que vous voyez un complément de coparticipants, et pas le bûcheron qui prend le frère et l'utilise pour couper l'arbre. Et lui, Prandy appelle ça codage ponctuel. Qu'est-ce qui signifie ponctuel? Signifie que là, il n'y a pas une relation grammaticale comme celle du sujet qui applique un certain rôle, mais qui est justement ponctuel au sens qu'il s'est fait et en évaluant les choses qu'on a. Et ça, c'est cette distinction, voilà, entre codage relationnel et ponctuel. Et avec cette distinction, justement, il distingue d'une façon nette entre, par exemple, phrase et expression nominale. Et je fais juste une parenthèse. En effet, si on réfléchit sur les étiquettes de l'analyse logique classique qu'on fait à l'école, qui est pas du tout fausse, on remarque qu'il y a deux types d'étiquettes. Il y a des étiquettes comme sujet, COD, COI, qui sont très abstraites, très linguistiques, et après, il y a des étiquettes riches, savoureuses, comme on dit, comme complément d'instrument, complément de coparticipants, cause, etc. Regardez, une scie est un instrument. Le fait qu'elle devienne un complément d'instrument, ça dépend de ses caractéristiques conceptuelles. Mais un bûcheron n'est pas un sujet. Donc, il y a des catégories linguistiques et des étiquettes qui reflètent ces catégories purement linguistiques, et des catégories, par contre, non linguistiques conceptuelles, et des catégories, et donc des étiquettes qui reflètent ce type de catégories-là. Et la construction de la phrase est un mélange entre ces deux formes, des codages qui se reflètent dans la nomenclature aussi scolaire. Et donc, juste pour finir, une chose à laquelle, vu qu'on parle de ça, ça, il me paraît intéressant parce que ça permet de distinguer d'une façon nette entre phrase et groupe nominal. Parce qu'après tout, on se l'est demandé, et il y a beaucoup de littérature sur ça, mais on peut se demander, quelle est la différence après tout entre dire justement, mon père arrive, donc une phrase, et l'arrivée de mon père. Alors là, les réponses les plus courantes sont que la différence est exclusivement de distribution des informations, ou, comme vous pouvez parfois entendre, de actualisation. C'est-à-dire, dans une phrase, vous avez des informations qui concernent le temps, l'aspect, etc. Mais dans les groupes nominaux, non. Si vous distinguez entre ces deux formes de codage, vous voyez en plus de ça une distinction plus profonde. C'est-à-dire, l'interprétation d'un groupe nominal se fait à travers ce que Prandy appellerait codage ponctuel, c'est-à-dire en évaluant les contenus des mots sur la base des relations naturelles que nous admettons à ces contenus. C'est pourquoi que vous voyez, par exemple, l'arrivée de mon père exactement comme mon père arrive, parce que c'est tout à fait cohérent. C'est pour cette raison que si je vous dis, par exemple, les cauchemars du tremblement de terre, le cauchemar, du tremblement de terre, par exemple, vous interprétez le tremblement de terre comme l'objet du cauchemar. Mais si je dis, le cauchemar a fait un tremblement de terre, là, vous n'avez plus la possibilité d'interpréter d'une façon cohérente. Pourquoi? Parce que dans une phrase, le sens a été construit par ces catégories de sujets dans ces cas-là. Et donc, dans une phrase cohérente comme mon père arrive, on n'aperçoit pas ça directement.
Mais effectivement, mon père est celui qui arrive, non pas parce qu'un père est un être humain qui peut arriver, mais parce qu'il est le sujet. C'est la même raison pour laquelle les cauchemars a fait un rêve ou la lune a fait un rêve, vous n'avez aucune possibilité. Par contre, face à les cauchemars du tremblement de terre, tout de suite interprété d'une façon cohérente. Donc là, vous avez un fonctionnement iconique. Et après, bien sûr, vous pouvez vous forcer, mais vous devez vraiment vous forcer d'interpréter d'une façon cohérente. Et incohérente, parce que le syntagme, le groupe nominal, n'a pas, lui, les moyens formels pour construire, mais laisse tout simplement exprimer ce qu'il y a déjà derrière. Voilà, ça c'est pour vous donner une panoramique un peu de cette distinction qu'il lui fait, et je vous renvoie à ces livres et à ce voilà que j'ai cité en bibliographie. Alors juste pour être sûr de bien comprendre, donc quand tu dis que la scie joue le rôle d'instrument parce que précisément c'est un instrument, Oui. Tu veux dire que dans la structure sujet-prédicat, Oui. si tu dis ma fille rêve, c'est un sujet, pas parce que c'est un être animé humain. Tout à fait. Donc en disant cela, tu prends, ou Prandi prend vraiment le contre-pied de Langacker, justement. Tout à fait. Oui. C'est pas un hasard si les noms sont plutôt des sujets. Oui, tout à fait. Et les verbes sont plutôt des actions. Tout à fait. Oui. Bon, seulement la petite objection qui me vient à l'esprit en t'écoutant, mais je ne sais pas, c'est que si une phrase qui est non naturelle, comme tout à l'heure, je crois que tu as dit le cauchemar a fait un tremblement de terre. Non, le tremblement de terre a fait un cauchemar. Le tremblement de terre a fait un cauchemar. On va avoir tendance, si on la trouve dans une poésie, etc., à interpréter le tremblement de terre comme un être humain. Oui, tout à fait. Donc ça tend bien à montrer que la position sujet est liée conceptuellement à l'être animé, non ? Disons, la position de sujet est liée. Donc, disons, par exemple, prenons le cas de rêve ou de faire un rêve avec verbe support, voilà. Vous avez d'un côté une structure conceptuelle qui est celle du rêvé qui veut, disons, un premier argument, disons, humain. Ça, c'est la structure conceptuelle, en gros. Qu'est-ce qui fait le sujet ? Il applique ce qui est requis par le verbe à une certaine expression qui occupe une certaine position dans la phrase, indépendamment de son sens. Donc, le sujet, si vous voulez, est lié au protagoniste du petit drame de Tenière, donc à l'argument 0 ou au premier argument, mais il opère indépendamment de ça. Il prend le premier argument, ou l'argument 0, ça dépend de la terminologie que vous utilisez, il le prend indépendamment de ce qu'il est, et il l'applique à un certain nom, à une certaine expression nominale, dans une certaine position de la structure de la phrase, justement la position sujet, indépendamment de son sens. Donc, si on dit le tremblement de terre a fait un rêve, la position de sujet prend le sens de humain contenu d'un rêve et il l'applique au tremblement de terre. D'où l'idée de personnification. Si je dis ma fille fait un rêve, le sujet prend le humain de rêve et il l'applique à ma fille. Sauf que là, trouve déjà un être humain et il n'y a pas de conflit. Et donc, on a l'impression que ma fille était là parce que la fille est là, elle était là parce qu'elle est un être humain. Mais non, c'est parce que le sujet lui applique cette propriété et lui applique d'une façon purement formelle. C'est ça son idée. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? Une autre chose, en ce qui concerne après la distinction entre... Parce que justement, ce type de phénomène est révélé surtout par l'étude des phrases métaphoriques, des phrases qui ont des conflits conceptuels. Donc, par exemple, qu'on trouve en poésie. Et ici, il serait intéressant de reprendre la distinction entre grammaticalité et agrammaticalité, donc qui remonte à Chomsky et encore avant à Husserl, et à ne pas considérer les phrases incohérentes comme des choses à écarter, comme des choses à
en terminologie chomskienne, ne pas générer, à mettre de côté. Et à ces propos, la distinction la plus pertinente, elle me paraît celle justement de Husserl, qui lui, il distingue deux choses. Il distingue deux étiquettes. Il parle de sens et de non-sens. Et il dit, par exemple, si je dis, la phrase, c'est un truc du type, par exemple, bois, chien, soupe là, ça c'est un sac de mots. Ça c'est un non-sens. Si je dis le chien boit la soupe, là j'ai du sens. Si je dis l'aube boit la nuit, là je n'ai pas du non-sens, le sac de mots. J'ai du contresens, lui dit Husserl. Et qu'est-ce qu'il appelle contresens? Quelque chose qui se place au même niveau du sens, parce que tous les deux partagent un cadre formel, sauf l'un est cohérent et l'autre est incohérent. C'est pour ça qu'il appelle un sens et un contresens. Donc, étudier les énoncés qui ont du contresens au sens de Husserl, donc qui sont incohérents, et tout est indispensable pour comprendre le fonctionnement des énoncés qui ont du sens au sens de Husserl, parce qu'ils font partie de la même région, de la même province, si vous voulez, qui s'oppose en bloc au non-sens. C'est la même distinction entre vivant, mort et non-vivant. Je veux dire, un champ peut être vivant et peut être mort. Et le cas du champ vivant est la phrase le chat boit le lait. Le cas du champ mort est la phrase l'aube boit la nuit. Et tous les deux s'opposent en bloc à une pierre qui n'est ni vivante ni morte. Et ça, c'est le cas de chien boit la soupe, voilà. Voilà. Donc, pour dire pourquoi on se concentre sur les énoncés métaphoriques, parce qu'il ne faut pas le discréditer. Voilà. Voilà. Si vous me permettez un commentaire juste à propos de cette distinction que vous faites. Non, c'est Husserl, c'est pas. Oui, voilà. Non. Que vous reproduisez. Oui. J'ai pensé, je crois que c'est Jean Dubois qui dit à un moment donné, en parlant justement dans la définition de agrammaticalité dans son dictionnaire, il propose l'exemple l'homme mort et vivant, ou quelque chose comme ça. Oui. Et en fait, c'est un énoncé justement qui va dans le sens de la contradiction apparemment logique, mais j'ai réfléchi à un moment donné à cet exemple, et c'est l'exemple de la foi chrétienne en fait. L'homme mort et vivant, oui. Crucifixion, etc. Donc, c'est-à-dire par le... Tout à fait. Je crois que cela est en train de confirmer ce que... Oui, merci. Et d'ailleurs, j'exploite cette remarque, merci, parce qu'en fait, là, on a un cas particulier, on a un cas d'oxymore. Et ce qui intéresse, donc l'homme mort et vivant, ou le poème latin de Catullo, Odi et amo, je t'aime et je te hais. Là, on a un cas d'oxymore. Et quelle est la différence entre l'oxymore, par exemple, et la métaphore ou l'incohérence? C'est que l'oxymore est une contradiction logique, et la contradiction logique présuppose la cohérence. Je vous fais justement un exemple. Si vous dites l'homme est mort et vivant, vous avez une contradiction logique, mais vous pouvez l'avoir parce qu'un homme peut être séparément mort et vivant. Si vous dites la table morte et vivante, vous n'avez pas de contradiction logique parce qu'il y a un problème en amont, le fait que vous êtes en dehors de la cohérence. Donc la cohérence, dans ce cas-là, est l'oxymore intéressant parce que ça montre que la cohérence conceptuelle, ontologique, rend possible la consistance logique, c'est-à-dire la contradiction ou non-contradiction. Donc, l'oxymore se place, dans ce cas-là, dans une province, dans une région, et c'est toujours cette métaphore de la géographie, de la cohérence. Je ne sais pas si... Voilà, donc merci. Donc oui, effectivement, c'est une position très différente par rapport à celle de Langacker. C'est pour ça que je l'ai cité, parce que c'est vraiment les deux cas plus extrêmes. Après, par exemple, la grammaire de construction et tout ça, et tout la linguistique cognitive, il y a toute une palette de nuances. Ça c'est sûr, mais je posais ça parce que c'était le plus clair. Oui, effectivement, c'est une autre position. Mais personnellement, ce qui m'intéresse à moi dans toutes ces histoires est justement chercher de
comment dire, n'est pas trancher, mais d'essayer de montrer jusqu'à quel point ils ont raison, les partisans de la non-iconicité, et quand les autres commencent à avoir raison. Oui, oui, non, mais ça, moi, a priori, je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'on n'a pas besoin de postuler de l'iconicité partout pour analyser l'iconicité. Effectivement, il faut des limites à la notion et reconnaître à certains moments que des choses ne sont pas iconiques. Sinon, voilà, mais après, évidemment, certains auteurs... comme Hyman par exemple, ont travaillé spécifiquement sur l'iconicité, donc forcément vont examiner plutôt des phénomènes iconiques, dont par exemple les structures dites transitives dont tu n'as pas parlé, mais genre, la différence entre, pour reprendre ton exemple de Pierre donne un livre à Marie, il y a une différence entre Pierre donne un livre à Marie et Pierre donne à Marie un livre, avec... il y a toutes sortes de... En anglais c'est très clair, cette structure. En anglais, c'est très clair. Et puis il y a des exemples comme je trouve que tu es très belle, je te trouve très belle. Je te trouve très belle avec la proximité du je et du te qui indique quelque chose de plus, une sorte de proximité affective que traduit la proximité des pronoms. Je trouve que tu es très belle. Il y a la distance de la subordonnée. Bon, ce genre de phénomène, est-ce que ça entre dans une des catégories que tu as c'est plutôt la catégorie diagrammatique, la seconde de tes catégories, non? Oui, et donc, en fait, je ne vais pas, je vais pas faire semblant d'avoir une réponse que je n'ai pas. Faudrait examiner ces cas-là. Justement, je suis un peu sceptique, justement parce que des transformations, des structures alternatives comme « je te trouve très belle » ou « je trouve que tu es très belle », je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment cette distinction entre proximité ou pas. Je veux dire, certes, le te est plus proche au sujet que dans un cas que dans l'autre, mais ma question à laquelle je n'aurai pas une réponse maintenant, comment on peut tester cette hypothèse? Sur corpus, c'est-à-dire en regardant en contexte si les phrases correspondent à des significations globales du texte où on exprime plus de proximité affective ou moins. C'est la seule solution. Mais c'est un exemple que je n'ai pas travaillé. C'est un exemple que Riegel m'avait donné. Martin Riegel, un jour comme ça en parlant d'iconicité. Parce que les linguistes ont toujours des conversations. Je pensais à cet exemple, mais je ne l'ai pas étudié de près. Mais je pense que la seule solution, effectivement, si on dit proximité affective, pas de proximité affective, la seule preuve, c'est d'avoir d'autres indices dans un texte qui montrent que ça va dans un sens ou dans un autre. En revanche, chez Hyman, il y a des principes plus réguliers. Principes de proximité, érosion, des choses comme ça, qui rappellent un peu, pour ceux qui étaient là l'année dernière, parce qu'on ne l'a pas encore fait cette année, ce qu'avait rappelé Jacobson, ce qu'avait exploré un peu Jacobson à partir de Peirce, avec les exemples du type le Premier ministre et le Président, on dit plutôt le Président et le Premier ministre, c'est-à-dire l'ordre hiérarchique, l'ordre de la phrase reflète l'ordre hiérarchique, etc., etc. Toutes sortes de phénomènes où là on exploite l'ordre linéaire qui va être iconique de quelque chose dans les structures conceptuelles plutôt que syntaxiques. Évidemment, le problème... Là, je suis tout à fait d'accord. Le problème de la syntaxe, c'est qu'à partir du moment où on postule qu'il y a quand même un niveau abstrait de la syntaxe qui est iconique de rien, oui, bien sûr, on ne va jamais trouver d'iconicité à ça. Mais voilà, je ne suis pas sûr que... il faudrait regarder de plus près l'argumentation de Langacker pour voir un peu s'il y a encore un entre-deux, parce que là tu as essayé de faire vraiment le Bayrou de la linguistique. Le Bayrou, non, ça me manque, c'est quoi? Bayrou, c'est un centriste en politique. Je pensais que j'étais un joueur de foot. Non, c'est un homme politique français qui est ni de droite ni de gauche et qui est au centre. Donc tu as essayé de ménager une position un petit peu intermédiaire. En italien, on a un dicton beaucoup moins. On dit on veut avoir sa propre femme Yves et toutes les bouteilles pleines, un truc comme ça. La moglie ubriaca et la botte piena. D'accord. Alors, j'avais une question aussi sur le dernier type d'iconicité, parce que je trouve que tu l'as justifié là d'une manière, peut-être tu as été vite, parce que tu ne voulais pas prendre trop de temps, mais
Donc c'était l'iconicité avec Et la après, sémantique, oui, etc. oui, Donc, avec après, avec. Oui. je trouve ça dans ta description Oui. convaincant, mais c'est dans la façon de caractériser où en décrivant l'iconicité, tu parles de la couleur des mots. Alors ça, c'est quand même pas Oui. très linguistique. précis du Oui, point non. de vue linguistique. Non. Donc, s'il y a une iconicité ici, c'est entre quoi et quoi? Alors, oui. Alors, je peux. Oui, je t'en prie, vas-y. Alors, pour la caractériser de façon plus précise. Alors, ici, l'iconicité, si vous voulez, est mesurée par, si vous voulez, le degré d'inférence que vous devez accomplir pour atteindre à une certaine interprétation. Donc, entre quoi et quoi est l'iconicité? L'iconicité est entre le sens du mot, avec, après, cause, et l'interprétation finale attente. Ou l'interprétation finale, j'attends l'interprétation par défaut qu'on a face à l'énoncé. Et ce degré d'iconicité est déterminé, si vous voulez, par justement un degré d'inférence. Donc, par exemple, avec la pluie, le fleuve ont débordé, le sens de avec est très neutre, et donc il y a un processus inférentiel que, par exemple, avec la terminologie de Trogot et comment s'appelle la collègue avec laquelle opère et Trogot, eux, ils parlent de enrichissement inférentiel, c'est-à-dire l'idée est qu'est-ce que vous faites quand vous interprétez avec la pluie, le fleuve ont débordé, comme c'est à cause de la pluie qu'ils ont débordé. Qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, on enrichit à travers une inférence le sens pauvre de avec jusqu'à arriver à une interprétation de cause. Et bien on fait un beau saut inférentiel. Avec après, on fait encore un saut inférentiel, un enrichissement inférentiel, mais un peu plus petit, parce qu'on a déjà une première couche temporelle, on a déjà l'idée de succession. Une cause physique précède le fait, et ici on a juste l'idée du précède, de succession, on n'a pas l'idée de cause. Donc, il y a une iconicité majeure, parce que le saut inférentiel, l'enrichissement inférentiel, est mineur. Et à cause de la pluie, vous n'avez aucune inférence, tout est codé par le sens de cause. Donc, vous avez enrichissement inférentiel 0. Donc, pour répondre à la question, entre quoi et quoi il y a iconicité? Entre sens du mot et interprétation, dans ce cas-là, cause, et quelle est la mesure de cette iconicité? Et les rapports entre inférence et codage du sens. Plus l'inférence est grande, plus l'icône, l'image ne rassemble pas, et vous devez inventer, comme si vous avez un portrait très stylisé, où vous devez mettre du vôtre, et plus le codage, par contre, est élevé, et moins il faut d'inférence, et plus il y a de ressemblance. Voilà, c'est ça. Donc c'est entre du sémantique et du conceptuel, en fait. C'est le concept de cause qui est dans une relation d'iconicité plus ou moins grande avec le sens, donc avec la valeur sémantique des prépositions. C'est juste le sens du mot cause. Le sens du mot cause me dit est parfaitement adéquat à la relation qu'il y a entre la pluie et le fleuve. Le sens du mot après est un peu moins adéquat. Et parce que mais adéquat au concept de cause. Oui, tout à fait. Donc c'est bien une adéquation entre du sémantique d'un côté, la sémantique des j'avais pas bien compris. Ça. Tout à fait. Et c'est que justement vous appelez justement conceptuel, cette relation conceptuelle justement est préalable, est indépendante de la langue. Elle est là. Après la langue la laisse s'exprimer sans besoin de rien. Donc avec une image très très stylisée, ou alors elle la reproduit avec une image très très claire, très très bien définie. Et justement, cette présence préalable du conceptuel, comme vous avez dit, et justement, ce que j'avais dit, c'est la priorité de l'original qui est qui est représenté éventuellement par l'icône. Et justement, d'ailleurs, dans la perspective de Prandy, et je me réfère toujours à lui, ces relations conceptuelles-là comme la cause, la finalité déjà un peu moins, mais par exemple comme la cause, est préexistante à la langue, si vous voulez. Donc c'est tout à fait ce que vous... Oui. Et la phrase du genre « pendant la pluie, les fleuves ont débordé » va rentrer dans ce schéma? Oui, donc du point de vue de l'argument que j'utilise là, est tout à fait pareil à après.
c'est-à-dire le sens est très différent, parce que pendant focalise la durée, donc c'est tout à fait différent le sens. Mais du point de vue du problème, combien il faut pour atteindre l'interprétation des causes, la réponse est la même. On saute dans les deux cas d'une relation temporelle, même si c'est très différent. Dans un cas, contemporanéité, dans l'autre, succession et tout ce que vous voulez. Mais la réponse est la même. On saute quand même d'une interprétation temporelle à une interprétation causale. On a toujours un niveau intermédiaire entre avec et à cause de. Et dans ce cas-là, cet écho n'aura deux originales? Non. J'ai pas tout à fait. C'était le principe, un des principes que tu as donné Oui. au début, c'était le caractère unique de l'original Oui. pour l'iconicité. Oui. Et si après et pendant sont pareils au niveau conceptuel, sémantique ou Oui. conceptuel, ça veut dire que la cause au CB. Oui, je vois. Là, là, disons que c'est une façon de. Alors là, la différence entre après et pendant est, si vous voulez, une différence aspectuelle par rapport à la. Il y a un rapport de cause entre deux faits, mais la cause n'est pas tranchée nécessairement avant et le fait après. Par exemple, si vous avez la pluie et des champignons qui poussent, les champignons commencent à pousser quand il pleut encore, et pourtant la pluie reste la cause en amont de la poussée des champignons, vous êtes d'accord? Or, qu'est-ce qui vous permet de faire après ou avec? De focaliser, c'est presque une différence aspectuelle, de regarder plus vers justement le avant ou plus vers le milieu. Donc, vous avez toujours la même relation de cause, le même original, que vous profilez, voilà, pour utiliser un terme de Langacker, vu qu'on est dans un cas là d'iconicité, que vous profilez vers le début plutôt que vers le milieu, etc. C'est plutôt, voilà, une différence de ce type-là de perspective conceptuelle. Donc, en fait, le choix de l'original, il dépend à chaque fois de la structure de la phrase? Non, on peut. Si par exemple je prends une suite d'énoncés A, point B, comme justement du type il a plu, point, les champignons ont poussé. Vous pouvez voir tout à fait une relation de cause. Cette relation de cause, il n'y a rien dans la langue qui vous donne cette relation de cause. Ça, c'est l'évaluation des contenus qu'il y a. Donc, on peut faire l'hypothèse que cette relation de cause-là est préalable à la langue. Après, on sait bien aussi qu'une cause peut commencer et se terminer avant les faits, ou il y a certaines causes physiques, comme dans ces cas-là, qui continuent un peu dans une sorte d'intersection avec les faits. C'est le cas de la pluie qui continue à tomber, même si les champignons ont déjà poussé. Voilà. Et après la pluie, les champignons ont poussé, plutôt que pendant la pluie, les champignons ont poussé, vous permet de profiler cette relation. Par exemple, vous ne pourrez pas dire ça dans un cas, je ne sais pas, pendant que la bombe a explosé, ou l'avion est tombé, ou alors qu'après que la bombe a explosé, l'avion est tombé. Bon, c'est pas beau non plus, mais vous voyez, ça dépend du type de relation causale que vous avez. Selon le type de relation causale que vous avez à disposition différentes perspectives, donc images, pour l'envisager d'une façon ou d'une autre.